après vous lisez le passage. Ça, c'est juste pour l'explication linéaire. Est-ce que vous allez faire la grammaire, M. Malgarès? Je crois me rappeler que vous n'aimiez pas trop la traiter. En fait, si on m'explique clairement ce que c'est que la modalité, moi je veux bien le faire. J'ai cru comprendre dans mes souvenirs que c'était la façon dont le locuteur était sûr ou certain. Ça, c'est une des possibilités. Ah. Sinon, il y a la phrase déclarative. Ah oui, ça j'ai fait. Voilà, c'est le vocabulaire que je ne comprends pas. Je ne sais pas si à mon époque on disait modalité, voilà, on disait les phrases exclamatives, interrogatives. Je pense que oui. On disait ça aussi encore. Ouais, on disait ça avant. C'est encore à peu près de mon niveau. Bon, parce que en fait, la question de grammaire a un intérêt stylistique pour comprendre le texte. Donc là, en fait, on l'a vu. Et donc, c'est bien de commencer par la grammaire en disant, ben voilà, je vais commencer par la grammaire. Alors, si vraiment vous vous rendez compte que... Alors, normalement, on ne doit pas dire que c'est nul ce qu'on fait, mais vous pourrez dire, je vais commencer par la grammaire avec ce que j'en sais, parce que j'ai trouvé que ça m'aidait à expliquer le texte. Donc, vous voyez... Parce que moi, j'avais lu dans les grammaires, je suis un peu bête, enfin, moi, je suis très là. J'ai lu que c'était des types de phrases, ça. Oui, mais c'est pareil. Bah voilà, moi, si on met deux mots à la place, moi, je suis perdu. Parce que moi, Alors, si on me dit la modalité, moi, tout de suite, j'ai lu que c'était la façon dont le locuteur avait certitude, incertitude, etc. Ça renvoie aux deux. Ça renvoie aux deux. Donc, en fait, il faut faire les types de phrases et la modalité. Parce qu'on est plutôt dans les adverbes, plutôt dans la modalité, peut-être... Pas forcément. Ah, pas forcément. On peut modaliser son énoncé avec un subjonctif. C'est le faire beau, je souhaite qu'il sache. Mais pour moi... Mais on va réexpliquer, je vais vous faire un corrigé après, mais il y a les deux en fait. Et il y a des hésitations dans les grammaires. Donc en fait, vous pouvez très bien expliquer vos hésitations terminologiques, parce qu'en fait, ça recoupe des questions sur lesquelles les grammairiens ne s'accordent pas. Donc c'est pas vous qui, le jour du concours... Ah non, c'est surtout pas moi. Alors, en revanche, ce que vous pouvez faire avec humilité, c'est le jour du concours, commencez-moi, je trouve que c'est mieux de commencer par la question grammaire, qu'on soit à l'aise ou pas. Alors, si on n'est vraiment pas à l'aise, ça permet d'éviter de finir sur une impression négative. Et puis donc de commencer là-dessus en modalisant, justement, en disant, bon voilà, j'ai commencé par la grammaire parce que avec les connaissances, avec mon peu de connaissances sur la question, ça m'a quand même permis de débroussailler le texte. Enfin, vous voyez, vous annoncez quelque chose de ce genre, et ça permet, c'est une entrée dans le texte, donc il faut trouver laquelle. Enfin, une des entrées possibles dans le texte. Donc là, il y en avait plusieurs, mais donc ça vous aide. Donc, on reprend, donc présentation de l'auteur, présentation de l'extrait, et là vous pouvez dire que vous avez choisi de... Donc, lire le passage. Non, vous laissez le passage avant l'explication de texte. Donc en fait vous pouvez dire que vous préférez commencer par la question de grammaire avant d'en faire l'explication, de passer à l'explication de texte, parce que juste en justifiant votre démarche, parce que ça vous permet, ça vous donne cette question de grammaire a un intérêt stylistique. Donc vous faites la question de grammaire, alors avec définition de la notion, plan suivi dans votre question de grammaire. Donc le plan, c'est la phrase interrogative, la phrase exclamative, enfin ce genre de plan. Vous annoncez au maximum ce que vous allez faire. Après, vous procédez à votre étude grammaticale. Vous concluez sur l'étude grammaticale en soulignant l'intérêt stylistique de la question. Et là, vous dites maintenant je vais procéder à l'explication du texte. Vous resituez brièvement le passage, vous lisez le texte. Sur le brouillon, marquez bien lecture, parce que ça c'est le genre de choses qu'on oublie le jour de l'oral. Donc il faut écrire lecture en gros pour ne pas oublier de le lire. Après la lecture, vous dégagez les enjeux du passage pour trouver une problématique, et après vous annoncez le plan. Et alors, après la problématique, vous dites si vous allez procéder à une explication linéaire qui suit les mouvements du texte que vous énoncez, ou bien à une lecture analytique, c'est-à-dire un commentaire composé à l'oral, qui suit les axes de votre choix. Et puis après, vous concluez en répondant à la problématique de l'introduction. Et la problématique de l'introduction, en quoi
fois ou dans quelle mesure. Voilà. Est-ce que vous voulez que je revienne sur... Donc en fait, il faut être le plus explicite possible sur la démarche que vous adoptez pour que le jury vous suive bien. Et ne pas hésiter à ralentir au moment de l'énoncé de votre problématique, grammaticale ou autre, ou l'annonce de votre plan, sans le faire de manière trop sensible, hein, pour que le jury ait le temps de noter. Parce que franchement, en fait, quand on enchaîne, moi je sors d'une semaine de roue, je suis lessivée, et franchement, il y a des fois où j'ai demandé au candidat de répéter parce que. Donc, bah oui, en fait. Non. Et tout à l'heure, Vincent, pourtant c'était le premier oral de l'après-midi, mais j'ai même pas entendu quelque chose qui avait dit. Donc, alors, allez-y. Donc, on est face à une œuvre de M. de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Beaumarchais est un auteur du XVIIIe siècle qui a essentiellement fait des pièces de théâtre, essentiellement, il a resté célèbre pour cela. Le mariage de Figaro fait partie d'une trilogie qui est célèbre en son temps. Donc il y a d'abord eu Le Barbier de Séville, donc, qui est le premier volet, puis donc, Le mariage de Figaro, et une troisième partie, que, évidemment j'ai oublié, La mère indigne ou quelque chose comme ça. La mère coupable. La mère coupable. Cette pièce, à l'époque, donc a été jouée à la veille de la Révolution française. Généralement, on dit qu'elle a eu un petit impact sur cette révolution. D'ailleurs, elle a été censurée par le roi lui-même, Louis XVI, et avant finalement d'être jouée, sans doute, par la pression de certains aristocrates, dit-on. Alors c'est une pièce en 5 actes qui se déroule en Espagne, dans laquelle on retrouve les personnages qu'on avait déjà découverts dans Le Barbier de Séville, c'est-à-dire évidemment celui qui est sans doute le héros, Figaro, le comte Almaviva et Rosine, qui est devenue la comtesse Almaviva. Donc à ces 3 personnages s'ajoutent d'autres personnages secondaires. Et la pièce se déroule en une journée. D'ailleurs, le véritable titre, le premier titre, c'est La folle journée. On n'est pas à Nantes, mais on est chez le comte Almaviva, dans le domaine du comte Almaviva. Donc une pièce qui, comme le Barbier de Séville qui au départ lui était aussi en 5 actes et qui a été réduit en 4, voilà, donc là, il a réussi apparemment à conserver les 5 actes Beaumarchais. Et donc dans le 5e acte, eh bien, c'est la résolution de l'intrigue. L'intrigue, c'est que pendant cette folle journée, Figaro prépare son mariage avec la jeune Suzanne. Figaro est le valet du comte Almaviva, tandis que Suzanne est la femme de chambre de la comtesse. Et l'intrigue, c'est que le comte Almaviva n'aura de cesse de faire retarder ce mariage toute la journée de façon à pouvoir, avant son mariage, séduire Suzanne avant qu'elle ne devienne la femme de Figaro. Et Figaro, évidemment, lui, de son côté, n'aura de cesse que de déjouer les ruses, les intrigues, les faux-semblants du comte par d'autres intrigues, d'autres ruses et d'autres faux-semblants. Alors dans l'extrait qui nous est proposé,
Donc on est à l'acte 5, cet acte de la résolution, on est à la scène 7. C'est une scène qui arrive après la célèbre tirade, le célèbre monologue de Figaro, qui a fait sans doute aussi le succès de la pièce. En tout cas, dans le cadre de ce XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, sans pour autant que Beaumarchais soit véritablement un de ces philosophes des Lumières, plutôt un auteur de cadre des Lumières en quelque sorte. Donc on arrive à la résolution, tout l'acte se déroule en extérieur, dans une salle entre guillemets de verdure, avec des marronniers, des petits bâtiments, des petites pergolas, de petites architectures galantes en quelque sorte, voilà, propices évidemment à ce qui va se passer. Et dans l'extrait qui nous est proposé, eh bien, la comtesse et sa femme de chambre vont jouer le premier rôle d'abord, et vont ruser et vont essayer de prendre le comte Almaviva la main dans le sac, c'est-à-dire en flagrant délit en quelque sorte d'adultère. Donc en fait, la comtesse a revêtu les habits de sa suivante Suzanne, et Suzanne a revêtu les vêtements de la comtesse, et parce que Suzanne a accepté un rendez-vous secret et nocturne avant ses noces avec le comte. Figaro et Suzanne vont jouer le rôle de spectateurs de cette scène. Voilà, une espèce de quatrième mur parlant en quelque sorte. Et intervenir, voilà, quelquefois en aparté. Donc c'est une scène qui est un jeu de dupes, puisque le comte croit avoir devant lui Suzanne, la jeune Suzanne, la fiancée de Figaro, et en fait, sous l'habit, eh bien, c'est de sa femme dont il s'agit. Et celle-ci ne va pas se laisser séduire, en vérité, comme on va voir, voilà, et va essayer qu'elle reçoive une explication en fait de l'adultère de son comte de mari. Voilà. Et donc on va les enjeux du texte, enfin, je ne sais pas si on peut pas tout de suite. L'enjeu du texte, c'est la profession de foi du comte, qui pourrait servir de profession de foi pour le reste de la gente masculine, en quelque sorte, en tout cas, telle qu'elle est vue de façon utopique, en ce qui concerne les questions d'amour et de désir. Donc la problématique, ça pourrait être, eh bien, en quoi cet extrait, ce dialogue nocturne entre un mari et sa femme, peut servir de justification à l'adultère. Alors, moi je préfère, enfin je ne sais pas ce qu'on sait, moi je préfère faire une lecture linéaire. Donc, j'ai découpé le texte en 3 mouvements qui me semblaient sans chasser les uns dans les autres, d'une façon assez logique.
Alors le premier mouvement, j'ai détaché donc mais quelle peau fine et douce. Donc le vers 26, jusque plein de grâce et d'espièglerie. C'est-à-dire la ligne, on dit ligne ou verset quoi. La ligne. Ligne. Et on parle de vers quand c'est du théâtre en vers. D'accord. À 31. Un deuxième mouvement, donc qui parle évidemment de la ligne 32, ainsi l'amour jusqu'à ma beauté. 38. Ligne 38. Et enfin un troisième mouvement, l'acmé, l'apothéose, de la ligne 40, donc à la ligne 47. Alors c'est un extrait qui n'est pas facile à lire, parce que les acteurs, sont des acteurs parmi les acteurs. C'est-à-dire que il y a donc effectivement un faux semblant, puisque donc la comtesse notamment va prendre la voix de Suzanne. Bon, alors, on va essayer de faire deux voix de comtesse de temps en temps, pas toujours. Les didascalies sont pas très importantes. Là, il n'y en a que deux qui sont vraiment importantes, donc je vais quand même les lire. Elles ne sont pas très importantes, elles sont en quantité, elles sont assez importantes évidemment en termes de sens. Le comte prend la main de sa femme. Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. La comtesse à part. Oh, la prévention. Le comte. A-t-elle ce bras ferme et rondelé, ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie? La comtesse de la voix de Suzanne. Ainsi, l'amour. Le comte. J'ai pas en fait une voix de jeune fille, c'est un peu muet entre temps. L'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. La comtesse. Vous ne l'aimez plus? Le comte. Je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Je vous arrête. En fait, la lecture est excellente, donc en fait, on vous arrête parce que là, on est déjà à un quart d'heure, donc on vous arrêterait. Bon. Donc si on vous arrête, pas de panique, c'est juste pour en entendre plus. On laisse lire les candidats qui trébuchent pour voir jusqu'où ils vont aller. Moi, je sais faire le guignol. Je fais ça toute ma vie. Non, mais on demande une lecture expressive. Hein, non, mais il y a une confession. En fait, on évalue votre capacité aussi à intéresser votre auditoire. Forcément. Et une lecture comme ça passe, madame? Il n'y a pas de problème quand on prend ces intonations un petit peu efféminées? Non, mais non, il ne surjoue pas non plus. Enfin, c'est expressif, mais il est en train de s'agiter et monter sur la table. Parce que ça arrive aussi. Hein. Par contre, vous en êtes à un quart d'heure. Aïe, oh là là, voilà. Alors, le premier mouvement. Donc, dans ce premier mouvement, la locution est un petit peu ambiguë. Le comte semble se parler à lui-même. Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la comtesse et la sentinelle. Donc, dans cette première proposition, mais quelle peau fine et... Enfin, je ne sais pas si une proposition, parce qu'il n'y a pas de verbe, en vérité. Voilà. Oui. C'est une phrase à verbale. Bon, en tout cas... donc, dans cette phrase à verbale... Bon, dans cette phrase à verbale, le comte peut et s'adresser à lui, hein, il est dans ses pensées, il caresse la main de celle qu'il pense être Suzanne, et il trouve que la peau est fine et douce, voilà. Et dans la deuxième proposition, eh bien, là, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle, là, il s'adresse à lui-même, voilà, puisque
mais en même temps peut-être à Suzanne. La comtesse à part, la prévention, là, elle s'adresse évidemment pas du tout à lui, hein, elle s'adresse alors à qui, on va dire au quatrième mur, voilà, comme on dit, au public, elle est outrée, elle ne change pas sa voix, comme elle le fera plus tard. Le comte, ça aussi, c'est assez invraisemblable, n'entend pas cet aparté, d'ailleurs c'est la comtesse à part, hein, voilà, n'entend pas cet aparté, et continue eh bien, à discourir sur les charmes physiques de la comtesse, en vérité. A-t-elle ce bras ferme et rondelé, ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie? Donc, effectivement, il n'a accès que, pour l'instant, pense-t-il, à des parties honnêtes, presque, de la fausse Suzanne, la peau, la main, le bras, les jolis doigts, hein, voilà, et qu'il qualifie avec des adjectifs très galants, très 18e siècle. On a l'impression de voir un tableau de François Boucher, peut-être de Fragonard, notamment dans les jolis petits doigts pleins de grâce et d'espièglerie, hein, ces petites mains, voilà, aux phalanges extrêmes recourbées dans les tableaux du XVIIIe siècle. Et la comtesse, cette fois-ci, pour interroger le comte, va prendre la voix de Suzanne. Ainsi l'amour, donc hop, tout de suite elle dirige vers ce qui l'intéresse, non pas les attraits physiques, mais son problème, elle, c'est celui de l'amour. Et le comte, d'une phrase un peu définitive, récitée comme ça, va lui faire cette déclaration. L'amour, 3 petits points, n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en est l'histoire, et il m'amène à tes genoux. Donc il lui dit clairement que l'amour pour lui, c'est pas très important, c'est un roman. Voilà. Le roman du cœur. Donc l'amour est rejeté du côté féminin, le cœur est féminin. Le roman, à cette époque, est un genre littéraire très genré, justement. On pensera à Madame Bovary, qui, voilà, où notre Don Quichotte, hein, voilà, avec sa dulcinée, bon, voilà, pour ce côté, hein, le roman du cœur, et c'est le plaisir qui en est l'histoire. Alors, l'histoire, voilà, c'est quelque chose de sérieux. Les historiens à l'époque sont des hommes qui doivent écrire la vie des souverains de façon valeureuse, leurs batailles, leurs guerres, leurs conquêtes. Voilà. Donc le plaisir, c'est sérieux. Il a une histoire, tandis que, donc une histoire avec un grand H, pratiquement, hein, voilà, immense, tandis que le cœur, voilà, les émotions, l'amour, eh bien, c'est du roman pour les jeunes femmes, et d'ailleurs, il m'amène à tes genoux. Tout de suite, il revient à ce qui l'intéresse, c'est-à-dire l'aspect corporel et plaisant plaisir de la chose. Mais la comtesse ne se départ pas, hein. Vous ne l'aimez plus. Voilà. Donc tout de suite, elle reparle d'amour, et elle n'a pas besoin de dire qui est le pronom elle apostrophe, hein. On comprend tout de suite qu'il s'agit de la comtesse. Je l'aime beaucoup. Ah, ça aussi c'est pas mal, je l'aime beaucoup. Donc il l'aime beaucoup, ça veut dire en vérité qu'il ne l'aime plus tellement, ou peut-être pas du tout, mais enfin qu'il a beaucoup de respect, hein, c'est presque un oxymore. Enfin, je n'ai pas noté ça. Donc c'est assez... j'aime beaucoup. Mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Voilà, donc le plaisir ne peut pas se conjuguer avec la respectabilité. Je crois que j'ai déjà... Oui, donc j'ai arrivé au deuxième mouvement, c'est pour ça que je ne retrouve pas, mais voilà. En fait, il aurait fallu lui dire que vous passiez au deuxième mouvement. Oui, voilà, il faut l'annoncer au fur et à mesure. Non, c'est même moi, j'ai oublié que j'étais passé au deuxième mouvement, donc je ne retrouvais pas, voilà. C'est pas grave. Bon, c'est parce que je parle sans note. Voilà, donc je l'aime beaucoup, donc j'avais noté que c'est un adverbe amélioratif, voire superlatif, hein,
mais qui ici signifie véritablement, peut-être pas son contraire, mais enfin c'est presque une antiphrase. En fait, je ne la désire plus, je l'aime beaucoup, ça veut dire je ne la désire plus, je la respecte encore, en même si respectable, voilà, je la respecte, mais je ne la désire plus. C'est toujours effectivement le problème du contre. Que vouliez-vous en elle? Voilà, la comtesse utilise l'imparfait, donc elle prend acte de la fin du désir du comte pour elle. Voilà, que vouliez-vous en elle? Ce que je trouve en toi, ma beauté, voilà, et elle remet ainsi sur le fait que c'est sa beauté physique qui l'intéresse et pas du tout l'amour. Et donc on en arrive, donc, ce que je trouve, donc il revient au présent, voilà. Ce que je trouve en toi, ma beauté, les trois petits points d'exclamation sont effectivement très importants puisque ça va être la suite de la question, ma beauté, trois petits points. Et il s'arrête là, voilà, il ne va pas donner d'explication. La comtesse revient à la charge avec un impératif, là, mais dites donc, là, avec le donc qui est à la fin, qui est quasiment un ordre militaire, pratiquement, là, et on en arrive au troisième mouvement. Je ne sais, voilà, le comte va multiplier les modalités d'incertitude, il ne sait pas expliquer véritablement. Je ne sais, moins d'uniformité peut-être, plus de piquant dans la manière, un je ne sais quoi, alors le fameux je ne sais quoi du XVIIe siècle, là, qui revient au XVIIIe, qui fait le charme, voilà, quelque chose d'indéfinissable, quelquefois un refus, que sais-je, nos femmes croient, le verbe qui montre bien l'incertitude, elle nous aime. Cela dit, une fois, elle nous aime quand elle nous aime, elle rajoute une accumulation comme ça d'aime, une sorte d'anaphore, et sont si complaisantes et si constamment obligeantes, et toujours, voilà, on va, avec le toujours, on n'est plus dans le peut-être, et toujours, et sans relâche, qu'on est tous surpris un beau soir de trouver la satiété que l'on cherchait, le bonheur. Donc, quand il s'agit d'expliquer son désir, eh bien, il est dans l'incertitude totale. Voilà. Et quand il s'agit de parler du présent, voilà, surtout de ce qu'il ressent là, et donc là, il est beaucoup plus certain. Et donc je crois que ça finissait à quelle leçon, enfin je sais plus exactement. À la variété. Un thème de variété. Et donc là il continue, la comtesse à part à quelle leçon, voilà, donc c'est une profession de foi, voilà, et un camouflet pour elle. Il avoue qu'il clairement, qu'il y a la satiété, qu'il n'a plus de bonheur, la satiété où l'on cherchait le bonheur. Alors après, c'est la définition du bonheur. Bon, voilà. En vérité, Suzon, voilà, donc il va essayer, après avoir essayé de la charmer, après avoir essayé de la persuader, eh bien, il va essayer de la convaincre. Donc il y a un double discours. Dans un premier temps, dans le premier mouvement, il est dans la persuasion. Dans le deuxième mouvement, il hésite entre persuasion et le fait de la convaincre. Et dans le troisième mouvement, voilà, c'est quasiment un argumentaire qui se veut être logique. Voilà, et donc tout de suite il commence en vérité, c'est-à-dire une vérité, tout comme déjà, il avait déjà plus ou moins, l'amour n'est que le roman du cœur, ce plaisir qui est dans l'espoir, dans le premier mouvement. Là il a en vérité ce genre, j'ai pensé 1000 fois que si nous poursuivions ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer pour ainsi dire le charme de leur possession par celui de la variété. Donc il est toujours question pour lui de plaisir, toujours pas d'amour, et si ce désir pour aboutir au plaisir, eh bien, disparaît au bout de 3 ans, comme chez Becbédé, eh bien, c'est de la faute des femmes.
qui n'étudie pas assez l'art, donc comme si la séduction était un art, donc un peu comme l'art de courtisane, voilà, alors que bon, il est marié, l'art de soutenir notre goût, voilà, donc la femme doit être au service du goût de l'homme, de se renouveler à l'amour, donc toujours être nouvelle, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession, parce que la variété a l'impression, voilà, qu'ils cherchent une actrice qui peut varier les vêtements, qui peut varier les rôles, qui peut varier les costumes, pour toujours tenir en haleine eh bien, le désir, voilà, de leur époux. Donc en fait, je ne me souviens plus du tout quelle était ma... D'où l'intérêt d'avoir sa problématique à côté. Mais je n'avais pas du tout noté parce que je n'avais pas du tout que c'était une problématique. Moi, alors votre problématique, c'était en quoi ce dialogue nocturne entre un mari et sa femme peut-il servir de justification à l'adultère? Et vous aviez donné les enjeux du texte, profession de foi du conte annoncée comme profession de foi de la gente masculine en matière d'amour et de désir. Et en fait, celle-ci était meilleure que la deuxième. D'accord. C'était une problématique déjà. En quoi cette profession de foi du conte se présente-t-elle comme une profession de foi de la gente masculine en matière d'amour et de désir? J'ai toujours mieux la deuxième fois. Non, c'est la première. Ah, c'est la première, elle était mieux. Oui. Ah bon, pour une fois, tiens. C'est la changé de livre. Donc, profession de foi du conte, qui est présente, à laquelle il donne une dimension universelle, comme vous avez dit. Mais en s'appuyant sur le détail du texte, vous avez fait des explications complètement différentes, mais tout aussi intéressantes en fait. Et complètement différentes, vous voyez. Alors allez-y. Donc répondez-y. Donc avec effectivement avec cet extrait, eh bien je redis un peu ce que j'ai dit, hein, on a une sorte de dialogue socratique, ça le fait toujours, entre le comte et la comtesse, entre le mari et sa femme, voilà, avec un théâtre dans le théâtre, un jeu de rôle, eh bien, on arrive à dire une vérité générale. Jean Cocteau disait l'art est un mensonge qui dit la vérité. Voilà. On y est en plein. Voilà. Donc, puisque le comte avoue que, indirectement, sans le savoir, enfin, avoue à Suzanne, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, voilà, qu'il justifie l'adultère par la faute des femmes, voilà, qui ne savent pas être suffisamment actrices, voire changer, s'améliorer, enfin, être diverses, comme justement un tableau, une pièce de théâtre, bref, une œuvre d'art. Voilà. Donc il faut faire sa vie une œuvre d'art, comme disait Oscar Wilde, eh bien, c'est ce que propose le conte. Enfin, là on est évidemment dans une société très genrée, une société d'ordre, en plus dans un milieu aristocratique. Là, à l'époque, c'est pas le cas ici, à l'époque les mariages étaient des mariages arrangés. Voilà, donc effectivement, dans l'aristocratie et dans la grande bourgeoisie, les adultères étaient monnaie courante, bien évidemment. Voilà, hein. Mais là ici, c'est pas le cas, puisque le comte a épousé la comtesse par amour. Hein, ça a fait le barbier de Séville. C'était suffisamment long pour briser les remparts mis par la future comtesse. Voilà. Et malgré tout, eh bien, au bout de 3 ans, eh bien, le désir est perdu. Voilà, hein, et c'est évidemment pas de sa faute, c'est de la faute de la comtesse. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, vous avez tenu une demi-heure. Alors, dans ce cas précis, c'est plutôt pas mal parce qu'on va vous poser des questions. De ce fait, en fait, on va vous reprocher de ne pas avoir suggéré votre temps, puisque vous n'avez pas présenté la question de grammaire. Mais en fait, ça a été très long. C'est le début. Vous avez parlé 11 minutes
juste sur l'introduction. Donc c'est là-dessus qu'il faudra essayer d'aller plus vite parce qu'après le débit a été plus... Et c'était un peu long au début et après, c'était pas inintéressant du tout. Tout était intéressant, mais il aurait fallu accélérer un petit peu le début. Et bon, là, c'était très bien. Donc, en fait, c'est sûr que ça dépend de la façon dont on décide dans le jury de sanctionner la non-gestion du temps. Mais en fait, on peut très bien. En fait, on coupe au bout d'une minute, ça c'est sûr et certain. Les élèves vont parler 28-29 minutes pour dire de ne pas perdre trop de temps parce qu'on vous fait sortir, on vous fait rentrer. Donc, pour vous donner des questions après. Donc, vous êtes noté sur 16 puisque la question de grammaire est sur 4 points. Mais à mon avis, vous ne pouvez pas avoir 13. Donc, on vous mettrait 13-14 sur 16. Donc, il faut avoir dans l'idée que c'est qu'on a vraiment du mal à recruter. Donc en fait, ce qu'il faut surtout, c'est bien rentrer dans le cadre de l'exercice, montrer qu'on saura se former en cas de besoin, donc bien être à l'écoute, faire preuve de kairos, comme m'a dit un candidat de Polytechnique la semaine dernière. En fait, de sens de la répartie, montrer que vous pouvez vous écouter, que vous êtes vraiment à l'écoute. Mais en fait, moi je pense que vous devez l'avoir. Parce que parmi la flopée de candidats qui va se présenter, c'est évident que l'un comme l'autre, vous, monsieur, je ne vous connais pas, mais l'un comme l'autre, évidemment, vous avez un niveau qui est largement au-dessus de celui des candidats. Alors, à mon avis, c'est sûr et certain, donc vous disiez, Vincent, on vous pose des questions à l'issue de l'entretien pour savoir, on peut vous demander ce que vous disiez avant ou autre. Moi, je l'avais fait quand je faisais passer le CAPES réservé, on va vous demander ce que vous allez faire en PLP et pourquoi. Donc, c'est important de préparer une réponse. Oui, elle est déjà faite depuis longtemps. Comment ? Elle est déjà faite depuis longtemps. Alors, très bien. Parce que c'est sûr qu'on va vous demander qu'allait-il faire dans cette galère. Quand on va vous demander, mais qu'est-ce qu'il vient faire là ? Pourquoi est-ce qu'il vient ? Donc, et vous pensez répondre quoi ? Moi, c'est l'atavisme, alors. Oui. Une maman institutrice spécialisée dans l'enfant de difficulté et un papa éducateur. Oui, non, vous pouvez... Il paraît que j'ai un don éducatif, alors que ma mère, ça fait 30 ans qu'elle me casse les pieds avec ça. Après, vous pouvez aussi... Enfin, vous êtes guide, hein, c'est ça ? Oui, j'ai été guide de musée. Voilà. Vous n'êtes plus ? Non, si j'avais pas... Là, maintenant, j'ai enseigné cette année. Ouais. D'accord. Mais que l'histoire géo. Parce que ce que vous pouvez aussi en avancer comme argument, c'est que finalement ça vous plaisait beaucoup d'être guide, mais plus encore auprès de groupes de jeunes, mais que malheureusement vous ne les revoyez plus, alors que on peut broder, il faut explorer différentes pistes. Oui. Et ça vous a plu d'enseigner l'histoire géo, forcément. Ça vous plaît plus, non je préfère les lettres, vraiment, mais je ne me sentais pas à 25 ans passer 40 ans à enseigner les lettres, je le dis clairement. Pas que ça me dérangeait, c'est pas moi que ça dérangeait, mais j'ai moi-même fait des études de lettres, et moi j'adorais ça, j'ai eu des études, quand je voyais autour de moi les 29 autres élèves qui faisaient pourtant mon bac général des études de lettres, qui faisaient ça parce qu'ils ne pouvaient pas aller en maths ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, mais moi je vis par passion comme ça. Non mais je vous confirme, moi je me suis trouvée avec plein de croûtes en commençant à enseigner et je me suis demandé si ça n'allait pas changer. Oui voilà, c'est ça. Bon, pardon, ça c'est... Voilà, j'avais pas envie à 25 ans, en étant plein de fougue et de me prendre des râteaux sur râteaux. Je préfère y aller avec mes 50 ans et mon petit recul sur le monde. Là, non, mais il faudra y penser, là, parce qu'on va vous poser la question pour voir si c'est pas un pis-aller ou en fait. Et bon, il faut juste, alors comme je vous disais, donc surtout ne pas vous montrer arrogant parce que vous allez sans doute vous trouver face à des jurys sans savoir. Donc, si, parce qu'en fait, il y a tout dans les jurys. Hein. Donc, en fait, en PLP, vous avez de tout comme jury. Donc, c'est pas possible que le jury se sente pas très à l'aise, en fait. Voilà, alors, donc en lettres, en plus, vous avez des profs d'histoire et de lettres. Donc,
bon. Alors, sur le fond, alors, à un moment, en fait, avant, vous aviez tendance à ne pas vous appuyer sur les procédés. Là, systématiquement, vous l'avez fait. Donc, vous voyez, Vincent, comment on ne tombe pas dans la paraphrase en se rapprochant par moments des choses. Et en fait, à chaque fois que j'avais envie de vous poser des questions, vous êtes repris après. Donc, alors je reprends, hein, donc je vous donnerai ça après. Donc, vous n'avez pas lu vos notes, donc ça c'était bien, ça montre une aisance qui est rare en fait à l'oral, hein, évidemment. Un petit impact, évitez la modalisation excessive. Une sorte de, quand vous êtes sûr, vous dites un impact. Là, ça a eu un impact sur la Révolution française. Donc, bonne présentation de vos marchés, pas trop biographique, très bien pour le retour sur le titre. Vous avez fait une remarque sur la génétique de l'œuvre, c'était bien. Alors, vous avez dit séduire Suzanne, c'est-à-dire pour le compte Almaviva dont Suzanne est la servante, ça renvoie à quoi? À l'exercice d'un droit. Alors, pareil, ça n'existe pas le droit de cuissage en vérité. Historiquement, voilà, en fait, c'est une invention du 19e. C'est une invention durant la Révolution française pour discréditer les aristocrates, mais en vérité, ça n'existe pas. Bon, donc en fait, vous pouvez... Alors, mais voilà, justement, ça c'est intéressant. Enfin, historiquement, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Quoi. Parfait. Alors, ensuite, il faut dire qu'il y a une heureuse organisée par la comtesse et Suzanne. Alors, quel est le nom de cette ruse? Ça a un nom spécifique en vocabulaire dramatique. C'était l'objet de la problématique de... Moi, je vous auriez pu mettre dans la problématique. C'est un quiproquo. Dans quelle mesure le quiproquo permet-il de... Alors, moi, je voyais le quiproquo, pour moi, c'est quelque chose d'involontaire. C'est peut-être un trip... je sais pas, moi je vois pas comme ça le... Il y a un stratagème, il y a un théâtre dans le théâtre, et il y a des quiproquos. Ça repose sur des quiproquos. Parce que la comtesse sait très bien que le comte est le comte. Oui. Le comte ne sait pas que la comtesse... Mais ça va déclencher une série de quiproquos pour le comte, du côté du comte, oui. Pas de Suzanne, pas de la comtesse. C'est à sens unique. Moi, j'avais dans ma tête quiproquo, il fallait que les deux personnes soient... Là, c'est juste il y a une inégalité de savoir entre si ça marche, en fait, on peut parler de quiproquo. Donc il y a une inégalité de savoir. Alors, Figaro et Suzanne sont des spectateurs, donc il y a un quatrième mur, très juste. Comment est-ce qu'on appelle ça, ce phénomène au théâtre où l'auteur parle? En fait, il y a une réduplication du phénomène du théâtre où l'auteur parle au spectateur et les personnages aux personnages entre eux. C'est une double, ça vous dit quelque chose? Oui, double énonciation. Mais voilà, c'est la double énonciation. En fait, il y a une mise en abîme, c'est là ce que je vais vous demander. Bon, il y a une mise en abîme même de la double énonciation en fait. Hein. Donc il y a vraiment tout un jeu de spécularité dans cette scène qui est très propre à quel mouvement artistique en fait ce théâtre, cette spécularité. C'est le baroque. Bah oui, au baroque. Hein. Donc c'est très baroque et en fait on a beaucoup de théâtre dans le théâtre chez Corneille. Donc le quiproquo est fondateur dans cet extrait. Donc les enjeux du texte, pourquoi pas. Donc c'est thématique, mais c'était original mais acceptable parce qu'après, tous vos mouvements en fait en découlent. Donc ce que j'aurais proposé, c'est beaucoup plus traditionnel et c'est ce que vous avez proposé, Vincent. Et donc c'était dans quelle mesure Beaumarchais donne-t-il un aspect comique et... Confidence du conte. Donne-t-il une au travers du jeu de rôle. La comédie du conte, enfin bon, mais finalement là on peut le poser, donc d'un côté c'est plutôt historico-social et là plutôt socio-culturel, c'est pas gênant en fait. Hein. Les deux sont acceptables. Vous dites ça. En quoi ce dialogue entre un mari et sa femme? Vous ne pouvez pas dire ça, puisque c'est un mari et celle qu'il croit être sa femme. Hein. Donc, non. Et celle qu'il ignore être sa femme. Hein. Celle
Donc, je préfère plutôt, j'ai choisi de faire une lecture analytique qui me semble appelée par la constitution de l'extrait, ça vous pouvez dire que, voilà. Après, vous avez très bien annoncé vos différents mouvements. Alors, toute cette partie, c'était long, parce que ça fait 11 minutes. Vous avez trouvé aussi que c'était long, Vincent? Ben, au début, oui, et ensuite, plus il avançait, plus je trouvais, mais en fait, j'ai trouvé que c'était spontané, en fait. Oui, mais alors le début, c'était un petit peu long à démarrer. Après, il suffit juste que... Regardez votre montre. Alors, je vous conseille, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui a une montre pour courir, avec des gros chiffres. Alors, vous voyez, moi, quand j'ai fait passer les euros la semaine dernière, j'ai utilisé ça. Et je me suis rendu compte que ceux qui géraient mieux leur temps avaient fait la même chose que moi dans les candidats, parce que ceux qui avaient une montre ne la regardaient pas au bon moment, le téléphone s'éteignait, et ceux qui avaient un chrono, ça les stresse. Donc, de voir défiler le temps, c'est vraiment... Je voyais qu'il tressaillait à chaque fois qu'il le regardait. Bon, ensuite, sur la lecture, vous avez dit que c'était des acteurs parmi les acteurs. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, dans le théâtre, de la mise en abîme. Mise en abîme avec un Y, c'est une expression donc, de Gide dans les faux-monnayeurs, puisque, en fait, Édouard écrit le journal des faux-monnayeurs. Et de là, ce Y. Donc, après, vous êtes bien récupéré sur l'importance des didascalies, parce que vous disiez que ce n'était pas très important. Et donc après, vous avez nuancé la quantité et la qualité sémantique. Alors, le premier mouvement, donc la parole doublement adressée. Donc la comtesse ne s'adresse pas à lui. Donc là, j'allais vous demander quel était le nom, donc comment est-ce qu'on appelait cela, et vous avez répondu après l'aparté. Alors, à quelle fonction du langage ça renvoie quand elle dit « Ah, la prévention ». Alors, vous verrez les fonctions de langage de Jacobson. Qu'est-ce qu'elle vous avez dit, elle est outrée. Donc, en fait, elle exprime son sentiment personnel, donc c'est la fonction lyrique du langage ou expressive. Et en plus, bon, il y a l'adresse. Ça c'est opératoire pour tout type de texte. Ensuite, à la ligne 3, j'ai marqué non. Et je ne sais plus. Ah oui, oui. Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça, le fait que... Alors, le conte, est-ce qu'on peut revenir sur la ligne a-t-elle ce bras fer et rondelé, ces jolis doigts par de grâce et d'espièglerie? À quelle personne s'adresse-t-il à la comtesse? C'est vrai, ça. A-t-elle ce... Enfin, la comtesse, justement, c'est ça. Enfin, A-t-elle ce bras fer et rondelé, ces jolis doigts? Ces doigts jolis, pleins de grâce et d'espièglerie, on a l'impression qu'il s'adresse à un petit bébé. Alors, on a bien mangé ce matin. Alors, c'est quoi ce on ou ce elle? Ça a une valeur hypochoristique. C'est affectif en fait. Donc, vous pouvez l'écrire H-Y. Vous l'avez noté, Vincent? Oui. H-Y-P-O. Attendez. H-Y-P-O-C-O-R-I-S. C'est O, il n'y a pas de H, c'est pas non, non. H-Y-P-O-C-O-R-I-S-T-I-Q-U-E. Ou, alors, on peut avoir cette troisième personne à valeur hypochoristique, on peut avoir aussi des imparfaits à valeur hypochoristique. Alors, qui c'est qui allait passer avec la peste quand il est très grand? Donc c'est une valeur d'infantilisation. Oui, voilà, d'infantilisation, un peu... comme alors, enfin, c'est pas qui le joli bébé, enfin voilà, c'est un peu affectif. Les serveurs aussi ont souvent l'habitude de s'adresser à la troisième personne. Bon, c'est un peu obséquieux, moi je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, il y a une chanson de Richard Gotten. Ah oui, ben voilà, avec plein de questions qui se suivent, c'est exactement ça. Alors, ensuite, bien pour la référence à Boucher et Travelard. Ensuite,
Très bien, le deuxième mouvement, je dis que la comtesse recentre la conversation sur ses centres d'intérêt. Et c'est vrai que ça m'avait échappé quand je l'ai regardé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux langages distincts. Le langage du corps et le langage du cœur. Donc d'un côté le comte, de l'autre la comtesse. On retrouve ça dans une autre pièce du XVIIe qui est très connue. On y reviendra après. Donc plein d'extraits. Très bien aussi pour le roman opposé à l'histoire, parce qu'effectivement le roman c'est le genre des femmes, c'est dévalorisé. Alors, un peu maladroit. Alors, vous parlez de Madame Bovary, quel siècle 19e. Oui, 19e, parce qu'en fait on vous demanderait, parce que là comme vous citez Madame Bovary en parlant de Figaro, on se demande, oui, alors Madame Bovary est l'exemple même de la lectrice, l'incarnation de la lectrice quand elle est au couvent. Elle lit un tas de romans qui lui font rêver sa vie avant de... Elle s'imagine qu'elle va vivre son rêve et la réalité ne correspond pas du tout à ce qu'elle imaginait. Alors, est-ce que vous avez des exemples de romans du XVIIIe à me citer? On vous posera des questions tordues là, parce que c'était quand même assez... Alors, il y a plein, non, le Diderot, Jacques le Fataliste, oui. Par exemple. Est-ce que c'est un roman pour femmes? Oh non. Je dirais non. Et pourquoi? Parce que, en tout cas, de l'époque, à mon avis, il y a très peu de femmes qui devaient lire ce genre de choses à l'époque. Bon, quelques femmes mathématiciennes ou philosophes. Et c'est un roman sérieux alors hein? Vous pouvez nous en dire plus? Là, vous me lancez sur Jacques le Fataliste, c'est exemple plus facile. J'ai lu ça, j'avais 15 ans, je me souviens plus du tout. Là. Alors, comme les lettres du genre... Non, mais bon, c'est bon. On laisse un roman du alors, en fait, c'est un roman qui remet... C'est un anti-roman, en fait, Jacques le Fataliste. Oui, c'est ça qui est très difficile. Qui remet en cause les lois mêmes du roman. En fait, dans l'outil... C'est l'ancêtre du nouveau roman. En fait, dans Jacques le Fataliste, ça commence où s'était-il rencontré sur la route. Comment s'était-il rencontré par hasard, comme d'habitude? En fait, dans l'incipit, Diderot refuse de donner les informations attendues dans l'incipit. Et après, tout le reste est à l'image de Jacques le Fataliste. Et en fait, le centre de Jacques le Fataliste, c'est l'histoire de Madame de la Pommeraye, que vous connaissez peut-être dans l'adaptation de Mademoiselle de Jonquière. Et en fait, cette petite histoire, ce récit enchâssé, constitue en fait un condensé de tous les thèmes qu'on trouve dans le roman de Diderot. Bon, une petite parenthèse refermée. Si vous voulez vous détendre avant de la l'oral, regardez Mademoiselle de Jonquière, il est à la BU d'ailleurs. Vous pouvez aller l'emprunter. Ensuite, je peux vous envoyer, alors si vous l'empruntez, je peux vous envoyer mon cours sur Madame de la Pommeraye. Ça vous fera un petit résumé sur la philosophie de Diderot. Après, est-ce que c'est intéressant que vous le lisiez maintenant? Je ne suis pas sûre, mais bon, d'accord, oui. Ensuite, donc le roman, le genre du roman apparaît vraiment à partir de quel moment et est-ce que vous en connaissez? Donc vraiment des romans pour les femmes. On retrouve cette histoire de cœur. Hein. Le roman du cœur, c'est presque une redondance. C'est un pléonasme. 17e siècle. Ouais, 17e avec. Madame de Lafayette, par exemple, quoique c'est un mauvais exemple, Madame de Scudéry. Oui, bon, alors c'est ça. Et en fait, Madame de Scudéry, on élabore quoi, même pour se repérer. La carte du temps. Oui, voilà, parfait. Alors, quel est le signe? Alors, je l'aime beaucoup. On va revenir sur cette expression. Vous dites que c'est presque une antiphrase. Donc oui, alors c'est pas le terme exact, mais alors c'est exactement l'effet que ça produit. Pourquoi? Quelle est la modalité de cette phrase? Bon. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais enfin... Est-ce que c'est une phrase négative? Ah non, mais c'est une phrase affirmative avec un sens négatif. Bon, oui. Alors en fait, c'est une phrase déclarative assertive, et cependant, il y a un sous-entendu qui remet en cause le sens du verbe. Pourquoi? Parce que, et à cause de quoi en fait? Il faut juste regarder la phrase, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit que non, il ne l'aime pas? À cause du beaucoup. À cause du beaucoup. C'est quoi? Qui a quelle fonction dans la phrase? Je l'aime beaucoup. Qui enlève du sens à je l'aime. Oui. Et pourtant, c'est un complément circonstanciel de manière.
aimer, ça se construit. Oui, là c'est informatif. C'est absolu, et en fait ça remet en cause l'absolu, puisque donne, on qualifie, enfin, on restreint finalement le sens total en ajoutant un complément circonstanciel de manière. Ensuite, vous dites que la comtesse revient à la charge avec l'impératif. Qui dirige l'entretien en fait dans cet extrait? C'est la comtesse. La comtesse, alors par la modalité impérative, mais aussi par quoi? Par les points de suspension qui incitent le comte à ouvrir son cœur en quelque sorte. Les points de suspension ou encore la modalité interrogative. Oui, attends, Par la modalité interrogative, par la modalité jussive, en fait finalement c'est la comtesse qui dirige l'entretien. Et la modalité exclamative, qui est réduite aux apartés, en fait permet à la comtesse d'exprimer ses émotions. Donc d'un côté elle dirige, et puis de l'autre elle évacue. Donc vous avez vu en fait pour la tirade, donc là on avait, vous avez en fait, je ne sais plus sur quoi vous vous êtes appuyé, sur le je ne sais quoi, pour en fait opposer la plénitude décrite par le conte dans le mariage à l'amour, donc qui repose sur le désir et donc sur le manque, et on ne reviendra pas là-dessus. Alors qu'est-ce qui peut exprimer grammaticalement ou lexicalement le désir? Enfin le désir, l'amour en fait, paradoxalement. L'amour ou le désir, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose, mais ce que le conte nomme amour, c'est le désir en fait. Oui. Ouais, tout à fait, il fait quand même. L'amour n'est que le roman du cœur, c'est le plaisir. Oui, c'est vrai. Il fait quand même un distinguo. Oui. Mais c'est parce que elle. Oui, voilà. Ok. Alors, comment est-ce que. Oui, c'est vrai, en aimant. Donc, comment définit-il ce qu'il cherche? Enfin, je ne définis pas justement que sais-je, beaucoup de points d'interrogation, peut-être. On a des termes négatifs en fait, c'est ce que je disais. Moins d'uniformité. Ensuite, donc ça c'est point de vue grammatical. Après, du point de vue lexical, on a refus, on a point d'interrogation, donc indéfinition. Donc soit des choses négatives, soit des choses donc incertaines, ça vous l'aviez dit. Après, on a aussi le terme ailleurs. Donc, d'un côté, les termes négatifs pour paradoxalement définir ce qu'il recherche, et de l'autre, donc la plénitude, la satiété, la lassitude, paradoxalement, en fait, ce qui définit le besoin satisfait. Donc, en fait, on a tous les termes de la plénitude d'un côté, qu'il fuit, et la quête, l'incertitude, enfin la négation qu'il recherche. Alors ensuite, vous vous êtes arrêté sur en vérité. Oui, c'est intéressant, ça fait écho à quelque chose directement. En vérité, je vous le dis. Oui. Christ. Oui, c'est la parole biblique. Donc ça, vous pouvez le reprendre. Donc c'est quand même assez blasphématoire comme emploi. Et en cela, le conte fait écho à un personnage ultra connu. Et même Pas de même époque. Non, oui, à peu près, à peu de choses près. En fait, qui a été. Pas Sade quand même. Non, connu le siècle d'avant, un personnage de théâtre. Ah, Don Juan, oui. À Don Juan. Et alors après, on a, je sais plus, le charme de leur possession par celui de la variété, tout le plaisir de l'amour et dans le changement. Ouais. Donc ça, c'est donc, oui. Et du coup, on ne peut pas juste interpréter ça comme une prétention de la part du conte qui se compare un peu au Christ, enfin, qui parle comme lui, quoi, qui emprunte son langage. C'est de la prétention, non? Non, c'est pas une prétention. C'est pas volontaire de la part du conte. C'est juste inconscient. C'est comme on a un usage tout à fait fasciste de la langue par moment. C'est pas du tout volontaire, c'est inconscient.
N'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que... Et puis en fait, on énonce la vérité qu'on veut faire passer, et en fait, c'est quand même une façon d'imposer son point de vue. Bon. La vérité, je vous le dis. Alors, donc je parlais de Don Juan. Oui, Don Juan, donc... rôle, petite digression, rôle paradoxal de ce mythe, le mythe ayant valeur d'exemplarité. En fait, l'exemplarité de Don Juan, c'est un mythe du refus et de toutes les valeurs sociales, culturelles qu'il bafoue. Donc le mariage, la religion. Donc juste une petite remarque. Bon, la référence avec BD, ben bof, quoi. Ah. C'est pas si... On peut s'en passer, je ne vais pas l'écrire avec des dés. Je pas... l'avais utilisé pour un roman sur la consommation, mais bon, c'est quand même pas terrible. Et je pense que c'est la mode dure 2 ans ou plus. Ah. C'est pas 3 ans. J'ai jamais lu, hein, j'avoue que j'ai jamais lu. Mais je crois que c'est 2 ans. C'est 2 ans. Et en fait, il me semble, j'avais vu une interview de lui qui disait qu'en fait, ça s'appuie sur des remarques physiologiques, machin. Enfin, donc bon, on oublie les BD. Oh non. Et alors, en fait, vous avez repris la logique de la progression du texte, persuader, convaincre et argumenter. Et en fait, c'était en conclusion qu'il fallait la reprendre, cette phrase. Je croyais même que c'était la conclusion. Et puis après, vous répondez, alors très bien pour la citation de Jean Cocteau, inutile d'en mettre une deuxième, parce que là, ça fait un peu trop. Donc, une seule citation, c'est bien. Mais écoutez, c'est la meilleure chose que vous ayez faite depuis, l'année dernière, c'était moins bien ça. Donc là, il fallait juste un an, peut-être pas fini. Non, puis j'ai un peu bossé quand même pendant le confinement. Ah bah je me doute bien. Mais bon, l'an dernier, vous bossiez aussi en fait. Oui, en fait, je travaillais encore au musée, donc je venais au cours, j'écoutais un maximum, mais après, je ne pouvais rien faire.